2001, donc très récemment, qui a connu une utilisation croissante dans beaucoup de sciences humaines, dans les sciences des rapports du climat, dans les rapports du GIEC. J'ai une citation à vous donner là de l'Anthropocène qui pourrait être intéressante, c'est du GIEC, qui fait la jonction entre à la fois les sciences humaines, les sciences sociales, la biologie, la géologie, et qui relie du coup toutes ces sciences humaines-là. Et une définition qu'on pourrait prendre comme première définition de l'Anthropocène, ça pourrait être: les activités humaines ont un effet manifeste sur le climat et le changement climatique pose des risques pour les systèmes humains et naturels. Les incidences d'événements climatiques extrêmes survenus récemment, comme les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations, les cyclones et les feux incontrôlés, mettent en évidence la grande vulnérabilité et le degré élevé d'exposition de certains écosystèmes et de nombreux systèmes humains à la variabilité actuelle du climat. Ça, c'est le GIEC qui le dit dans son rapport annuel de 2014. Donc, pour parler avec des mots plus simples, l'Anthropocène est caractérisé par une époque, c'est l'âge de l'homme, qui veut dire textuellement, ça veut dire ça, Anthropocène, où notre capacité de développement et notre puissance atteint une force tellurique et une dimension tellurique. Ça veut dire quoi tellurique? Ça veut dire que désormais, on sait que l'activité humaine peut modifier l'ensemble de la biosphère à l'échelle de la planète, que l'ensemble de la planète est impacté par notre puissance et par notre action. Ce qui veut dire que progressivement et petit à petit se dessinent non pas deux histoires, celle de l'humain et celle de la biosphère, mais que les deux petit à petit s'interpénètrent et que penser la biosphère et penser la relation, la cité des hommes devient, plus notre puissance augmente, devient un seul et même sujet, au point qu'aujourd'hui, quand on parle d'Anthropocène, on voit que nos systèmes politiques, nos systèmes économiques, on le voit en ce moment parce qu'on est tous chez nous, nos systèmes de façon de faire et de mode de consommer sont impactés par des circulations, par des fluides, par des circuits qui sont maintenant planétaires, et que c'est ce moment-là que prend l'Anthropocène. Il dessine donc pour la première fois, et on y viendra après avec Gantz aussi, une situation inédite par le politique. Il y a deux grands paradigmes de la stratégie politique et de l'imaginaire politique de ces 20-30 dernières années. La première qui a été invalidée récemment, qui a été dépassée récemment, la première, elle a été posée par Ulrich Beck en 1986, quand il écrit La société du risque. Là, il fait évoluer un paradigme en disant notre stratégie de puissance, notre stratégie de développement, notre stratégie collective de maîtrise à l'échelle de la planète, progressivement, on voit qu'elle, certes, elle peut nous renforcer sur certains points, mais il peut y avoir des dysfonctionnements, il y a des risques, et il faut qu'on apprenne à gérer ces risques. Et que la caractéristique de la société du risque, donc, c'est que le développement nous met à la fois à l'abri de l'urgence, mais en même temps, s'il y a un dysfonctionnement, nous met dans une situation de risque. Et donc, le risque, tel que Ulrich Beck le caractérise, il est évitable, il est accidentel, il est délimité et il est dédommageable. Par exemple, quand vous avez un barrage qui craque parce qu'on n'a pas anticipé quelque chose, quand vous avez une centrale nucléaire qui éclate comme Tchernobyl, il l'a écrit en 86, c'était dans ces mêmes époques-là, quand vous avez un dysfonctionnement de l'appareil industriel, un dysfonctionnement de la puissance, là, vous avez un risque. Et donc, il s'agit, à l'époque, c'était le projet politique de ce moment-là, de reposer un projet politique qui vise à domestiquer le risque par la technique, par la souveraineté, en anticipant par les ingénieurs et par la technique et par l'outil de maintenir dans la zone de risque, dans une courbe qui est gérable pour la société. Donc c'était encore l'utopie de cette époque-là, de se dire que oui, il y a des risques, oui, ça peut déraper, mais ça reste un dysfonctionnement et ça reste un accident. Et il y a une deuxième époque qui est celle de l'Anthropocène qu'on connaît aujourd'hui et qui est travaillée dans X champs de disciplines très différentes, et qui a c'est un philosophe français qui résume bien, je trouve, cette bascule, qui dit c'est Dominique Bourg, qui dit qu'on est passé du risque à la menace. Et que là où le risque, comme je le disais tout à l'heure, il est évitable, accidentel, délimité et dédommageable, la menace, pas du tout. La menace, elle va être imprévisible, elle va être cohérente, elle va être globale, elle va être irréversible. Quand on dit irréversible, ça veut dire par exemple toutes les espèces qui ont disparu ou les populations d'espèces qui ont disparu, animales ou humaines, ne reviendront pas. Quand on dit imprévisible, ça veut dire qu'on ne peut pas anticiper, on ne sait pas quand ça va arriver, on sait qu'il y a une puissance de développement qui nous jette à toute allure vers potentiellement une menace et une catastrophe. Elle est cohérente parce quand on rate dans le rétroviseur, on se dit en fait oui, les scientifiques nous le hurlent en lanceur d'alerte depuis des années, oui, on sait que ça peut arriver, c'est cohérent, si on suit les courbes, on sait que ça peut arriver. Et enfin global, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de limite et on voit que une épidémie qui commence en Chine peut faire le tour de la planète une fois pour la première vague, une deuxième fois pour une deuxième vague, et donc là on voit qu'il y a une globalité qui se met en place. Et donc, il y a une bascule qui se fait et dans les recherches, des recherches scientifiques et philosophiques, et qui impacte du coup l'imaginaire politique et notre marge d'action ensuite. C'est le passage de la société du risque à la société de la menace.
La société du risque, donc, c'était d'avoir un dysfonctionnement, un bug qu'on doit apprendre à dominer et à gérer. Et la menace, au contraire, qui nous mène à la catastrophe, c'est notre système de développement en tant que tel, par son échelle de développement, qui montre qu'on est aux portes de catastrophes qui sont, je dis, caractérisées, imprévisibles, cohérentes, globales et irréversibles. Et donc là, il y a un changement de paradigme politique, un changement d'ère politique très fort, parce qu'on n'agit pas, l'action collective n'a pas le même sens selon qu'on cherche à domestiquer le risque ou qu'on cherche à endiguer la menace. Si on cherche à endiguer la menace, on va avoir un certain projet politique et certains garde-fous à mettre. Et si on est dans endiguer le risque, on va être dans un autre projet politique. Et donc l'anthropocène, tel que l'a défini Dominique Bourg, qui me paraît, moi, après on pourra discuter de tous ces concepts-là, mais qui me paraît être une bonne porte d'entrée pour dire justement comment on essaye d'habiter cette époque-là au moment où en fait on a prise sur de moins en moins de choses, tellement les processus globaux sont larges. Ça me semble intéressant. Ensuite, la bascule entre le risque et la menace, ça interroge, c'est ce que je disais un petit peu là, notre façon d'habiter. En gros, quelle énergie on dépense, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de nous mettre à l'abri, d'être à l'abri, d'habiter notre environnement, notre décor, notre paysage, à une époque de globalisation de la menace. Et ça peut être aussi une façon qu'on reconnectera après avec André Gorz et de faire le lien avec André Gorz, c'est de tisser un lien entre la question que pose l'Anthropocène, c'est une fois que notre maison et que notre décor de base est devenu la globalité, donc la planète, comment nous, petits êtres humains, infime partie de cette humanité-là, de cette globalité-là et infime partie de la biosphère, comment nous, on arrive à retrouver un domicile, à retrouver de la place, à retrouver de l'action, à retrouver de la souveraineté, à retrouver une maison dans ce chaos-là. Et cette question de l'habiter, elle permet aussi de pointer, de mettre en perspective les différentes interprétations possibles de l'Anthropocène. Moi, j'en vois au moins deux, il y en aura peut-être d'autres après, on verra dans le débat. La première interprétation, ou le premier débat sur le concept même d'Anthropocène vient de certains économistes et philosophes qui disent que non, il n'y a pas un problème, c'est pas un problème humain, c'est pas un problème du genre humain. Le problème de l'Anthropocène, c'est un problème du capitalisme, et donc c'est le capitalocène. C'est en gros notre capacité, notre développement industriel, notre stratégie de puissance industrielle et le boom de l'accumulation à l'échelle de la planète et qui s'empare de l'ensemble des réseaux et des flux de la planète, qui nous met aux portes de la catastrophe. Ça n'a rien à voir avec l'être humain, c'est au contraire un mode de développement économique. Moi, dans mon deuxième bouquin, j'essaye de montrer justement, de faire l'archéologie de l'émergence du capitalisme en montrant que le capitalisme est une réponse anthropologique à une angoisse bien plus profonde, ça on pourra le développer dans les questions si vous voulez après, et donc il y a une dimension de nous dans le capitalisme, et que l'accumulation, ce n'est pas uniquement une stratégie de survie ou de production industrielle, c'est quelque chose qui dit une dimension forte de l'humain, que l'histoire de la philosophie a passé 2000 ans à essayer de maintenir de côté, et qu'au contraire, les capitalistes et les modernes ont libéré cette puissance d'accumulation, là où on a derrière nous des siècles d'accumulation contenue, notamment par les religions. Donc, si je peux donc, juste… on voit que le premier débat qui pose là… Ouais, Enzo, donc du coup, ce que tu disais là par rapport au capitalocène, c'est le fait que finalement, ce ne serait pas le capitalisme qui serait, comment dire, le coupable d'un changement d'ère géologique, donc de l'Anthropocène, mais plutôt une tendance chez l'humain à l'accumulation. En fait, ça, c'est ce que j'essaie de travailler dans ce livre, que la capacité qu'on a à accumuler et à faire de la plus-value sur la plus-value sur la plus-value sur la plus-value, de croître, ça a une histoire. Quand on regarde l'histoire de la société occidentale, ça a une histoire, ça a un début, ça a une bascule, notamment pendant les guerres civiles de religion dans toute l'Europe, qui mettent l'Europe à feu et à sang, et on voit que le politique est incapable de ramener l'ordre public au sein de la société européenne, et on voit qu'il y a un effondrement entre catholiques et protestants, où il y a une guerre civile de rue qui prend l'Europe pendant des siècles, et que l'État moderne arrive avec le libéralisme des Lumières, en disant, en fait, les passions qui sont bout de feu, les passions belliqueuses, les revendications de gloire, d'honneur, tout ce qui faisait la vertu des hommes classiques de la Renaissance et des Antiques, toutes ces prétentions-là belliqueuses, on va les confiner dans l'espace privé, c'est la liberté des anciens pour Benjamin Constant, et par contre la liberté des modernes, ça va devenir l'accumulation tranquille, le bourgeois, ça va devenir le commerce qui va civiliser les mœurs, nous dit Montesquieu, et donc on voit là qu'il y a un projet politique au départ qui est un extincteur des guerres civiles. Et donc l'extincteur des guerres civiles, c'est quand on part du principe qu'il y a des siècles de guerres civiles pendant 400 ans en Europe et que le capitalisme est une réponse, c'est qu'il faut s'interroger sur d'où viennent ces guerres civiles et pourquoi le capitalisme est présenté comme une réponse. Donc il y a quelque chose de plus profond, c'est d'où vient cette capacité à faire une guerre civile et d'où vient cette capacité à se dire, en fait, puisque je n'arrive pas à faire de l'ordre public, la façon que moi je vais avoir de maintenir l'ordre public, ça va être de
rentrer à domicile et de confiner toutes les passions qui sont toutes feu, et de mettre par contre comme valeur publique la valeur travail, l'accumulation, le bourgeois, l'instinct de survie, qui sont les valeurs du capitalisme. Et donc, si on veut travailler sur le capitalisme, il faut en faire son archéologie. D'où vient le capitalisme et le penser comme une réponse à ces dérives de guerre civile et à ce pacte social qui s'effrite et qui s'effondre. Et que le capitalisme, au départ, c'est un extincteur à cette passion-là. Et après, quand on regarde un peu sur du long cours, il y a Fernand Braudel qui travaille, par exemple, sur l'historien des cycles longs, qui travaille sur comment, lui, il relie l'histoire de l'Occident comme étant une longue histoire du déconfinement de l'accumulation. Que les Antiques, ils avaient confiné l'accumulation en dehors de la citoyenneté, sur les derniers remparts de la ville, sur les esclaves et les métèques, qui étaient les forces productives de la cité. Donc l'accumulation et les gens de production économique n'étaient pas considérés comme des citoyens. Et progressivement, on voit avec le catholicisme, le protestantisme, avec l'arrivée de la modernité, qu'il y a une émancipation et que cette force d'accumulation, elle se libère au point aujourd'hui de nous mettre face à une menace de catastrophe. Et donc c'est tout l'enjeu, moi, de mes travaux, de travailler sur comment d'un côté on comprend comment l'Europe a toujours cette tentation de la guerre civile, que la réponse à cette tentation de la guerre civile nous amène au seuil de la catastrophe. Donc comment aujourd'hui on gouverne entre guerre civile et entre effondrement. Et là, il y a un chemin qui se dessine pour un imaginaire politique nouveau en tout cas à travailler, qui tient d'un côté, c'est la métaphore que j'avais à cette époque-là, mais Iris, qui est la déesse de la discorde des Antiques, et Némésis, qui est la déesse de la démesure. Donc comment d'un côté, on gouverne avec ces deux polarités-là, et on essaie de trouver un chemin commun au milieu. Donc ça, c'est un peu le débat de fond entre Anthropocène et Capitalocène. Le deuxième débat et l'interprétation qu'il y a en ce moment sur le sujet, c'est à partir de quand on donne le coup d'envoi de l'Anthropocène. Selon comment on donne le coup d'envoi de l'Anthropocène, la définition de l'Anthropocène change. Par exemple, ça c'est un anthropologue, un historien et un anthropologue anarchiste américain qui s'appelle James Scott, qui a écrit Homo domesticus sur une histoire profonde des premiers États, qui travaille sur l'émergence des États à l'ère primitive. Au début de la bascule dans l'histoire, la bascule dans l'histoire se fait aussi avec l'apparition de l'État, la différence entre préhistoire et État, en tout cas du tiers qui régule, du tiers public qui régule. Lui, il travaille sur le fait qu'il donne au moins 3 dates à l'émergence de l'Anthropocène. Donc la première, la plus commune, celle qui est admise entre nous plus facilement, c'est Hiroshima, Seconde Guerre mondiale, où là on voit que le niveau de radioactivité augmente à l'échelle de la planète d'un coup. Donc là, on peut dater le fait que oui, la puissance des humains a un impact sur la globalité de la biosphère. Donc là, il y a une date. On peut se dire, on pense cet Anthropocène-là pour dire, OK, maintenant, on a atteint un seuil de puissance qui nous permet de dire, il y a un avant, il y a un après en termes de développement. Une deuxième date qui fait aussi débat, c'est de dire, c'est la révolution industrielle avec l'usage des énergies fossiles. Parce que là, du coup, on voit comment à l'échelle d'un continent, comment à l'échelle d'un continent, d'une aire géographique très large, on a des changements géographiques très forts, on a des pollutions qui arrivent, on a des villes qui se transforment, et donc là, à l'échelle continentale, on a une anthropocène qui se met en place. Et la théorie que propose James Scott, et que moi je trouve très forte, que j'ai découvert récemment, c'est que lui, il travaille sur le concept d'anthropocène faible, où il dit que la première anthropocène qui apparaît, c'est avec l'invention du feu. Et quand on travaille sur l'invention du feu, là, c'est à l'échelle d'un bassin de vie, d'une aire urbaine, enfin, pas aire urbaine, mais d'un village, d'une tribu ou d'une forêt. C'est là que la première fois que les humains ont eu une puissance de développement par la technique qui a modelé leur environnement immédiat. Certes, on n'est pas une anthropocène aujourd'hui globalisée, mondialisée, de puissance tellurique, comme je le disais au début. On n'est pas sur une puissance tellurique, on est sur une puissance anthropocène faible, mais on voit quand même que la façon d'habiter, le mode de faire, le mode de produire des êtres humains était à ce moment-là très déjà impactant pour le paysage, pour leur habitat, pour l'environnement et pour leur société. Et donc, si on essaye de se dire que l'Anthropocène, finalement, qu'on travaille sur Capitalocène, Anthropocène, donc on questionne le concept, qu'on travaille sur les dates qui disent à la fois les échelles de l'Anthropocène, que ce soit global tellurique, que ce soit continental, que ce soit régional, ou à l'échelle d'un bassin de vie ou d'une localité, à chaque fois, l'Anthropocène pointe le point commun de ces 3 dimensions-là, de ces 3 échelles, qui à l'échelle géographique n'ont rien à voir entre elles. Le point commun de ces 3 dimensions-là, c'est l'Anthropocène nous questionne sur notre façon d'habiter notre terrain de jeu. Et tout dépend de la taille du terrain de jeu. Si on se dit que le terrain de jeu, c'est la planète, la mondialisation, et bien à ce moment-là, notre Anthropocène va être forte, globalisée. Si on se dit que notre terrain de jeu, notre zone de puissance, c'est le continent, c'est un pays, c'est avec les révolutions industrielles, l'Europe, disons, et bien à ce moment-là, on va pouvoir jouer avec ça. Si on se dit que notre terrain de jeu et notre horizon et notre décor, c'est au contraire le village, la tribu, la forêt, et bien à ce moment-là, on peut dire que l'Anthropocène a démarré très très tôt et qu'elle pointe une relation et un dialogue permanent entre le fait d'habiter et le fait d'impacter son environnement. Et si on se positionne, si on retient l'Anthropocène étant
comme étant une façon de toucher nos limites de notre décor, d'aller, nous, par notre puissance de développement, toucher des limites, modifier notre environnement. Si on considère que ça, c'est une approche possible et une définition de l'anthropocène, pas forcément une question d'échelle, mais une question de relation entre notre habitat et notre décor, notre façon de faire et notre décor, on peut aussi considérer, et ça peut-être qu'on peut en discuter avant de passer à André Gorz quelques minutes, que notre expérience de confinement est aussi une expérience d'anthropocène. Parce que là, on se retrouve avec une échelle, un décor qui est à l'échelle domestique, qui est à l'échelle de l'infime, du détail, du particulier, 50, 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, terrasse, pas terrasse, jardin par jardin, peu importe. Là, on a autour de nous un décor délimité pour une certaine donnée de temps, et ça nous invite ou ça nous invite pas, on le fait ou on le fait pas, mais à questionner qu'est-ce que ça veut dire habiter ce moment, ce temps présent, cette échelle domestique. Et donc là, c'est là qu'il y a un enjeu, je disais un peu en introduction très fort, et c'est là que je trouve qu'André Gorz a peut-être deux, trois choses à nous partager, c'est de travailler justement cette relation entre moi, mon action et mon décor immédiat. Et que là, notre décor immédiat à nous, en ce moment, par la force des choses, pour un mois, 2 mois, on ne sait pas trop, on a un décor qui est ultra limité à notre environnement immédiat. Donc, on est passé d'une anthropocène peu saisissable, globale, mondialisée, planétaire, à, c'est un sujet de discussion qu'on peut lancer, à une anthropocène ou à une action très localisée, très autour de nous, où on se retrouve, nous, au quotidien maintenant, à devoir savoir comment on habite ce petit décor-là. Mais les enseignements qu'on peut se poser aujourd'hui, les exercices qu'on peut se poser aujourd'hui, et l'éthique qu'on peut se poser aujourd'hui, on peut se dire que par prolongement et par changement d'échelle, demain, elle peut aussi nous guider pour, justement, ça veut dire quoi, devenir des citoyens à l'ère de l'anthropocène. Et donc voilà, il y a peut-être aussi, dans ces moments-là, que je le disais un peu en introduction ou en lançant le sujet tout à l'heure, dans la période de confinement qui nous habite maintenant, peut-être l'émergence d'une conscience politique, l'émergence d'une question, d'une prise de conscience de notre relation entre nous, notre mode de vie et notre habitat. Voilà ce qu'on peut dire peut-être pour commencer à baliser un peu le concept d'anthropocène avant de venir à l'écologie politique telle que André Gorz la pose. Je ne sais pas si vous voulez qu'on discute à ce niveau-là ou si on continue. Alors, ce qu'on voulait mettre en débat là maintenant et vous laisser la parole, c'était justement par rapport à ce que disait Enzo sur cette expérience du confinement. Est-ce que finalement, pour vous, il y a des choses dans lesquelles ça vous redonne un petit peu la main sur votre quotidien, sur votre habitat, sur votre environnement direct? Et est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'activités que vous ne faisiez pas auparavant et maintenant que vous vous mettez à faire? Et à contrario, comment ce nouveau rapport à l'intime et cette, voilà, ce nouveau rapport à son habitat, est-ce que chez vous, ça peut créer aussi des tensions, des problèmes avec potentiellement vos proches, mais aussi voilà, vous questionner sur votre rapport à votre environnement direct. Donc là, c'est le moment où un peu retour d'expérience et n'hésitez pas à prendre la parole pour nous parler de votre confinement et de votre expérience justement dans ce rapport à son environnement. J'ouvre le micro, n'hésitez pas à demander la parole directement par écrit. Pour votre information, Éline fait un petit résumé au fur et à mesure par écrit de tout ce qui est avancé par Enzo. Et n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur l'Anthropocène. On reviendra dessus sur le concept auparavant, vu qu'on a déjà une question. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole sur votre expérience du confinement. Alors, du coup, Thomas, il faudrait ouvrir les micros. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les micros, tu as juste besoin de… Si vous voulez prendre la parole, vous avez juste à cliquer sur le petit micro. Alors, si vous êtes sur ordinateur, vous avez un petit micro en bas à gauche. Et si vous êtes en call, vous avez le micro qui est sur votre téléphone directement. Voilà, il ne faut pas qu'il soit rouge et barré. C'est ça. Moi, je crois que c'est bon. Est-ce que je peux commencer? Oui, qui es-tu? Alors, bonjour, je m'appelle Joséphine Comte. Moi, je suis en thèse en géographie du tourisme. Donc, autant vous dire qu'en ce moment, mon sujet, c'est un autre débat dont je serais ravie de parler. Mais je ne vous cache pas que là, on est beaucoup de chercheurs et de doctorants en géographie où c'est un petit peu… les grosses remises en question, notamment parce que nos terrains de recherche sont complètement annulés, détruits, donc les sujets de thèse sont un petit peu questionnés. Mini parenthèse d'ailleurs à ce sujet, qui m'a fait penser à l'intervention d'Enzo, c'était très intéressant. On étudie, nous, beaucoup dans le tourisme, le fait que la notion de l'espace-temps a complètement changé.
avec l'arrivée de la société industrielle. Et c'était très étrange de voir beaucoup de mes proches qui étaient en voyage, qui ont été obligés d'être rapatriés en catastrophe, redécouvrir une nouvelle notion de l'espace-temps. Je veux dire, toutes les personnes qui sont expatriées ou qui ont dû aller faire leurs études à l'étranger, qui se retrouvent coincées, confinées chez elles se sont jamais senties aussi loin de leur domicile. Donc, ça pourrait être aussi le sujet d'un autre débat, ça nous faisait penser à quel point ce confinement aussi questionne complètement la notion de l'espace. Voilà. Et sinon, pour répondre à la question précise, personnellement, oui, moi, là, je suis toute seule chez moi, dans un appartement qui, avant le confinement, était clairement un objet de passage, puisque j'étais beaucoup ailleurs pour enseigner. Je suis aussi surveillante dans un internat, donc je dormais à l'extérieur. Et là, je me retrouve à devoir habiter en continu un espace et je casse des choses, ou alors je trouve qu'il y a des objets que j'ai laissés traîner, que j'aurais dû faire réparer, etc. Donc, je me retrouve à réparer des choses, acheter une boîte à outils, bricoler, mettre la tête dans ma chaudière. Toutes ces choses, voilà, que j'avais complètement mises de côté et que je suis obligée de régler pour pouvoir vraiment bien vivre dans mon tout petit espace. Voilà, c'était ma petite anecdote. Merci beaucoup, Joséphine. Alors, Dom, c'est à toi et n'hésitez pas à demander la parole dans le chat. Oui, bonjour, merci Enzo pour cette première partie d'intervention. Ce que j'ai noté, moi, dans mon expérience, c'est le fait, alors, que ce soit pour moi, mais aussi les gens qui m'entourent, cette plus grande prise de conscience de l'interdépendance dans laquelle on peut vivre. Donc, interdépendance avec les gens qui nous entourent, ce qui suscite des vagues d'entraide. Il y a beaucoup d'énergie collective là, qui se développe localement. Je suis sur Annecy. Et aussi un deuxième niveau d'interdépendance que je trouve assez intéressant et stimulant, c'est finalement, en tout cas, ça renforce pour moi le fait de savoir que je suis dépendant de ce qui se passe en moi. Donc ça veut dire que c'est un moment qui qui permet une plus grande attention de ce qui se passe en moi en termes de croyances, vision du monde, l'intelligence émotionnelle qui est là ou qui n'est pas là. Et voilà. Donc il y a ces deux dynamiques que j'observe et que je trouve assez passionnantes parce qu'elles sont révélées par ce moment de confinement et de crise. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des expériences à partager sur comment le confinement leur permet de reprendre la main sur leur habitat et leur environnement? Sophie? Oui, très rapidement. C'est pas forcément un ressenti. Pardon, si tu peux juste te présenter. Ah, pardon. Sophie, j'habite à Saint-Denis. Je suis à Place Publique. Et ouais, c'était pas forcément une expérience de prise, de remaîtrise sur la vie, même si oui, je pense qu'on est tous, on se rend compte tous à quel point on a besoin de mettre du rythme et des rites en fait dans notre vie, de garder des horaires qui sont des horaires à peu près convenables, de manger à des heures classiques et pas de totalement déconner là-dessus. En fait, on se rend compte que en lien avec ce que disait Joséphine sur l'espace-temps, dans cette espèce de flou de l'espace-temps, on a besoin on revient à quelque chose d'assez primitif, peut-être d'assez naturel, d'avoir des rituels, pas des cérémonies, mais des choses qui relèvent du régulier et du rassurant. Et c'est des repères peut-être qu'on n'a pas forcément dans une société où tout va hyper vite et on cherche une forme d'abondance, d'activité et de trucs qui changent tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose que moi, perso, j'appréhende. J'apprends à domestiquer aussi d'une certaine manière. Et non, ce que je voulais dire, c'était l'expérience de la pénurie. C'est un truc que j'ai connu à Cuba et que là, je découvre dans les supermarchés et cette absence d'abondance, justement, le fait de voir des rayons vides, le fait d'accepter le fait qu'il n'y ait plus d'œufs et sortir du magasin en disant, voilà, il n'y a pas d'œufs, il n'y en aura peut-être pas demain, il n'y en aura peut-être pas après-demain. Et ce travail, peut-être,
spirituel, je ne sais pas, sur le fait d'aborder assez calmement ça, alors qu'en fait, c'est une source d'angoisse énorme. On a toujours été habitués à avoir 36 000 choix d'eux et 36 000 choix de chaque truc. Et là, il n'y en a plus de rien. Et ça, c'est une expérience que je trouve assez dingue qu'on ne l'a pas vécue par rien. Pardon, j'étais un peu longue. Ok, une dernière intervention peut-être? Ou sinon, on enchaîne. Non? Oui, moi j'avais une question sur l'anthropocène faible, c'est Gaël qui parle. Vas-y. Ouais, désolé, j'ai pas activé la vidéo parce que j'ai peur que la connexion et mon PC réuni ne la supportent pas. Rapide réaction par rapport au confinement. Moi, j'habite en campagne, dans le sud de la France, donc je pense que j'ai une expérience de confinement qui a rien à voir avec vous. Enfin, avec certains, je sais pas où sont les autres d'ailleurs, mais pour l'instant, ce qui a été dit. Et c'est vrai que pour nous, ça change pas grand-chose en fait, parce qu'on était déjà confinés chez nous, mais avec le grand air quoi, et les grands espaces. Donc voilà, c'est juste particulier de voir plus aucune voiture sur les routes, par exemple. Ça c'est un grand changement. Et sinon, par rapport, j'avais une question donc juste rapidement là sur l'anthropocène faible. Je voulais juste savoir pour tirer un peu le fil. Qu'est-ce que ça apporte en fait pour l'auteur en fait, qu'est-ce que ça lui apporte de faire remonter le concept d'anthropocène à l'invention du feu avec cet anthropocène faible, ce qui effectivement peut-être paraît particulier par rapport au fait que l'anthropocène c'est censé désigner une période géologique comme les grandes périodes géologiques. Donc bon, est-ce qu'on a changé la géologie de la planète avec l'invention du feu? C'est une question. Enfin bref, ce serait une autre question. Mais en tout cas, moi je me demande juste qu'est-ce que ça lui apporte dans sa thèse par rapport à derrière, justement, quelle politique on choisit pour se gouverner nous-mêmes aujourd'hui et pour arriver à vivre avec une planète dont on fait entièrement partie sans tout casser, quoi. Voilà. Alors, merci beaucoup. On va prendre aussi la question de Karine sur l'anthropocène. Comme ça, Enzo, tu pourras répondre. Vas-y, Karine. Bonjour. Moi, je me posais la question. Alors, j'ai un peu bloqué du coup sur le passage où Enzo t'expliquait que l'État, pour contrôler les passions, les a fait passer de l'espace public à l'espace privé pour éviter. Enfin, je suis pas sûre d'avoir tout compris, hein, mais pour, si j'ai bien compris, éviter tout ce qui est guerre civile, guerre de religion, et donc inciter les gens à concentrer leur passion sur l'accumulation et le capitalisme. Et en fait, autant ça, je trouve que c'est très clair comme explication d'un point de vue de l'État, l'intérêt de l'État là-dedans. Autant j'ai du mal à comprendre comment ce processus se fait concrètement pour l'individu et comment il est incité à faire ça, quel est son intérêt finalement de faire ça, pourquoi l'humain, l'individu décide ça en fait. Voilà. Et je ne sais pas si je peux en profiter, j'ai pensé en même temps à une expérience sur le confinement. En fait, moi j'ai eu une expérience assez contraire à celle de tout le monde, dans le sens où tout le monde s'est retrouvé confiné chez soi, seul ou en couple, enfin avec les gens habituels, quoi. Et moi, je me suis retrouvée confinée avec un parfait inconnu chez moi, parce que au bout de 2 jours de confinement, je suis tombée dans la rue en fait, en faisant la seule activité qui était autorisée, footing, sur un mec, pour vous la faire courte, un Sud-Africain qui était venu en France rejoindre la Légion. La Légion a fermé ce jour-là, son hôtel a fermé 3 jours plus tard avec le coronavirus et il était à la rue. Donc, du coup, je l'ai accueilli. Et en fait, au bout de 5 jours de confinement avec un total inconnu chez vous, vous vous rendez compte que c'est totalement invivable, que juste nerveusement, psychologiquement, ça peut être la personne la plus polie au monde. En fait, il y a un moment où vous avez besoin de retrouver, d'être dans votre espace, quoi. Et du coup, ça pose la question moi, ça m'a fait me poser la question de pourquoi j'ai besoin, en fait, d'avoir cet espace sans personne qui est chez moi, où j'ai rien prévu d'y faire. D'ailleurs, j'y fais rien la majorité du temps en ce moment, mais il y a ce besoin. Et c'est vrai qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on sait toujours inconsciemment qu'on a son chez-soi, qu'on a un espace à retrouver
qui est totalement à nous, il n'y a personne d'autre, c'est notre intimité. Et voilà, ça pose juste la question de finalement, il vient d'où ce besoin, tout simplement. Ok, dernière question. Maxime, à toi. Ouais, je mets la vidéo. Bonjour, moi j'ai une question, en fait, il y a quelque chose, peut-être Kenzo, tu connais, tu as lu déjà Virginie Maris. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans ce qu'elle dit, pour mettre un tout petit warning sur la notion d'anthropocène, c'est que ça place l'homme à la hauteur du géologique presque. Ça valide presque la déification suprême de l'homme qui est tellement omniscient qu'il peut même créer à lui seul une couche géologique, quoi. Donc c'est juste de fait, en classant, en appelant cette nouvelle ère l'anthropocène, ça valide une forme d'omniscience, de superpuissance de l'homme et qui peut avoir ses effets pervers. Donc c'est à mon avis quelque chose qu'il est important à avoir en tête quand on parle d'anthropocène. Voilà, simplement un petit apport philosophique rapide. Je voulais savoir ce que tu en penses, évidemment, c'est ça la question. Ok, merci Maxime. Enzo, tu réponds rapidement aux questions et ensuite on bascule sur André Gortz et la partie sur l'écologie politique. On t'entend pas, ouais. Enzo. Ouais, il y avait des questions très disparates, du coup, un peu rapidement, sur la bascule entre ce que tu disais, Karine, sur comment la modernité se met en place et comment les individus ont intérêt, eux aussi, à basculer d'une époque, on va dire, un peu grandiose et flamboyante à une époque d'accumulation tranquille. Il y a un petit bouquin qui raconte ça, qui s'appelle Des passions et des intérêts, d'Albert O. Hirschman, donc Albert Hirschman, qui est un bouquin qui doit faire 50 pages et qui est écrit c'est hyper accessible. Et il raconte justement comment, à l'époque de la fin de la Renaissance, début de la modernité, c'est pas que l'État et c'est pas que du cynisme et c'est pas du tout de la théorie du complot, c'est qu'il y a une bascule culturelle qui se met en place où tout ce qui avait été perçu comme étant les belles actions par l'ère classique, la Renaissance et la période jusqu'au Moyen-Âge chrétien, catholique, jusqu'à la Révolution, à la Réforme protestante, ce qui avait été perçu comme étant ça des activités nobles deviennent des activités problématiques et à ridiculiser. Quand on regarde les caractères de La Bruyère ou les maximes de La Rochefoucauld, c'est exactement ça. C'est qu'ils attaquent les grands. Et les grands, c'est justement les valeurs classiques, les valeurs du chevaleresque, les valeurs de l'antique, les valeurs du siècle de Périclès, comme ils racontaient tous, et qui sont attaqués. Et qu'en gros, les grands maux de la société viennent du fait que les grands ne savent pas se tenir et qu'en fait, les grands, ça suffit. Il faut maintenant changer et passer d'une moralité autre, qui n'est pas sur flamber, ne pas avoir peur de la mort, qui est sur l'accumulation tranquille. On voit aussi, et ça a été écrit explicitement au sortir de la Révolution française, avec Saint-Simon, qui théorise pour la première fois ce qu'il appelle le catéchisme des industriels, avec la phrase de Napoléon qui dit pareil au début du 19e siècle. Maintenant, il faut arrêter la révolution, il faut que les révolutions elles rentrent dans leur cours d'eau, et que c'est comme les fleuves, il faut qu'elles rentrent dans leur cours d'eau, et maintenant, circuler, il n'y a rien à voir, système industriel, pas de passion dans l'espace public, de l'intérêt, de la production, de l'accumulation, de la valeur travail, et on va fonder l'État-providence là-dessus. Donc, c'est pas que l'État, c'est pas que le politique qui se positionne sur ça, c'est un instinct de survie de la société. Comme nous, on va voir ce qui se passe dans 2 mois, mais il y a un instinct de survie de la société qui se dit, ça fait 400 ans qu'on se fracture dans les familles, dans les villages, dans les villes, entre catholiques et protestants. Il faut une réponse politique forte, et la réponse politique forte, c'est, la formule n'est pas adaptée à la période évidemment, c'est le confinement de ces valeurs bout de feu. Et ça, donc Albert Hirschman, Des passions et des intérêts, 50 pages, c'est hyper bien écrit, et c'est à la fois, il montre comment les bascules se font dans l'art, se font dans la psychologie, se font dans la spiritualité, se font dans la littérature, dans le théâtre et dans la politique. Après, moi, j'ai pas trop de réponses à apporter, mais sur le fait de considérer que son domicile, tu disais, je sais plus ton prénom parce que c'est remarqué en 2 fois, mais qu'avant c'était un lieu de passage et que maintenant ça devient un lieu à habiter. Je pense qu'on est à peu près nombreux dans ce cas-là à se dire qu'en fait on était chez soi pour dormir, pour petit déjeuner matin et on vivait en dehors. Et que là, du coup, on se retrouve à avoir un mode de vie où on se dit, justement, mon décor il change, je peux pas partir en vacances sur le bout de la planète si j'ai envie pour le week-end. Je suis assigné à résidence et donc comment j'habite à mon échelle l'anthropocène. Enfin, mon anthropocène et mon décor. Et quand la dernière question, j'ai oublié qui l'a posée, mais sur est-ce que c'est pas un peu une facilité, à quoi ça sert de dire qu'il y a un anthropocène faible qui commence avec la domestication du feu. À mon avis, l'intention qu'a l'auteur, qui est un anarchiste, c'est de montrer comment en fait, le développement de l'humanité est une question d'anthropocène. Et que c'est juste des échelles et des degrés qui changent, et que la question qu'on se pose aujourd'hui de la globalisation de l'anthropocène, de la puissance et de la dimension tellurique de l'anthropocène, elle est déjà en germe dès le départ par le feu qui remonte à des milliers d'années, et que là, du coup, on voit émerger cette continuité-là
et ça pointe deux questions et deux notions qui sont très fortes et qui peuvent nous permettre, si ça vous va, d'enchaîner avec Gortz. C'est la notion d'outil et la notion d'échelle. C'est quand il pose la question du feu comme étant un des moments de démarrage de l'Anthropocène, c'est que c'est la technologie, l'outil, le feu, qui vient modifier une échelle de vie où les gens ils peuvent aller chasser plus loin parce qu'ils ont du feu pour cuire, ils n'ont pas besoin de stocker, pas besoin de faire des stocks parce qu'ils ont du feu pour manger plus rapidement. Ça déforeste autour d'eux, du coup ils sont obligés de se déplacer, donc de civiliser d'autres zones qui étaient avant forestières, il faut les civiliser. Donc on extrapole ça sur des milliers d'années et ça commence à dessiner un paysage transformé. Donc ce qui est intéressant dans cette dimension, c'est pas tant la métaphore du feu que de se dire que la question de l'Anthropocène, c'est un ratio entre moi, mon outil et mon échelle. Et si on pose ces questions-là, là on bascule sur André Gortz. C'est que moi, ce qui m'intéressait de travailler chez André Gortz, c'est d'un point de vue politique et aussi d'un point de vue intellectuel, parce que c'est hyper stimulant, c'est qu'il retourne le discours classique de l'écologie, où on se dit un peu souvent que l'écologie, c'est, comme le dit le GIEC, que je disais un peu tout à l'heure, c'est d'abord des courbes climatiques, comment on maintient les degrés, comment on maintient une évolution en dessous des 3,5 degrés, comme le disait la COP21 en 2015. Donc il y a une dimension globale planétaire de courbe, un peu abstraite, qui nous dit l'écologie, ça va être de freiner ça, d'endiguer. Ok, ça peut manquer de prise, ça peut manquer de prise pour nous, comment on se mobilise, comment on fait de l'action collective, comment on fait de la politique, quand il y a cette dimension-là un peu globale qui éclate un peu partout. Et ce que fait Gortz, lui, mais je ne sais même pas si c'est un choix stratégique, peut-être, en tout cas il ne l'écrit pas, mais il le fait tout au long de sa vie, c'est qu'il retourne la focale et qu'il dit que le point de départ de l'écologie politique n'est pas, je caricature, n'est pas Gaïa, n'est pas sauver la biosphère. Le point de départ de l'écologie politique, c'est le monde vécu de l'individu. Donc il retourne totalement la focale en disant, moi je vous lirai une phrase qui dit ça, c'est sa définition de l'écologie politique, c'est qu'il dit que non, la définition de l'écologie politique, c'est évidemment par effet de prolongement et par effet d'échelle me soucier de la planète, mais c'est par d'abord un petit geste et un réflexe et une éthique personnelle ou une éthique politique ou un geste politique qui va être de considérer comment moi je vais traiter mon monde vécu, comment moi je vais m'occuper de mon domicile. Et mon domicile, après, chacun met ce qu'il veut dans son domicile. Mon domicile, ça ne va pas forcément être le vôtre, ça ne va pas forcément être le nôtre, ça va être chacun à son domicile, mais n'empêche qu'on a tous un domicile. Et donc André Gortz, pour peut-être se poser un tout petit peu sur des éléments de biographie pour comprendre pourquoi il se positionne comme ça. Donc il est né en 1923 et il meurt en 2007. Donc il a 11 ans quand quand l'Allemagne annexe l'Autriche. Lui, il est né à Vienne, donc il est autrichien. Donc 11 ans au moment de l'Anschluss et 24 ans, 22 ans quand la Seconde Guerre mondiale est finie. Il échappe de peu à la Shoah parce qu'il est juif, parce que ses parents l'envoient dans un pensionnat à Genève, à Lausanne, en Suisse. Et donc, il ressort de la Seconde Guerre mondiale comme ayant le sentiment, il l'écrit, c'est la première partie de l'œuvre de sa vie où il passe 15 ans à écrire sur le fait qu'il est un surnuméraire. Il y a Mathilde qui vous présente des bouquins à côté, un surnuméraire de l'espèce humaine, qu'en gros, son peuple, son histoire, sa mémoire collective, son identité, sa culture a voulu être radié de la planète. Donc, en fait, il sort 22 balais, il sort de la Seconde Guerre mondiale comme étant un individu qui n'a plus rien, qui est déraciné, qui est désolé, qui est isolé. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé aussi de travailler, c'est comment cet individu qui se dit être plus rien, qui n'a plus de culture, plus de patrimoine, plus d'histoire, rien, comment il va se recréer. Et donc, lui, il utilise, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc un individu post-effondrement culturel total de civilisation, donc il sort de cet effondrement-là en se créant des outils. Et donc, il va passer 10 ans de sa vie avec l'existentialisme de Sartre, qui va être son ami à lui. Il prétend écrire une suite à L'être et le néant, mais ça va friter un peu avec Sartre, parce que Sartre n'avait pas envie de le publier. Donc ça ne marchera pas, mais n'empêche qu'il a une relation intellectuelle avec Sartre pendant 10 ans, où ils essayent de travailler ensemble sur comment l'existentialisme de Sartre, donc comment on peut se sculpter soi-même, quand on a l'impression qu'on n'est rien et qu'on part de rien et qu'on n'est pas un sujet, qu'on n'a pas la capacité à dire « je », qu'on n'a pas de domicile, à proprement parler, comment on peut se sculpter soi-même ces outils. Et c'est une phrase, je trouve, de Sartre qui est très forte sur Gortz, qui dit qu'en fait, chez Gortz, c'est une œuvre qui est en train de sculpter son auteur. C'est un paradoxe parce qu'on dit en général c'est l'auteur qui fait l'œuvre, et là non, en fait Sartre dit que Gortz c'est l'œuvre, quand Gortz travaille, c'est l'œuvre qui par effet rebond crée son auteur qui est fracturé, qui est effondré, qui n'existe pas. Et donc la trajectoire du premier Gortz, de la première décennie de Gortz, c'est de dire donc dont acte, la société fait de moi un surnuméraire de l'espèce humaine, je ne sers à rien, je n'ai pas d'utilité, je vagabonde, je n'ai pas de domicile à proprement parler, je n'ai pas de place dans ce monde, on m'a retiré toutes les places que j'avais. Donc en fait, il y a une inconciliable entre la société et l'individu. L'individu n'aura jamais sa place de devenir autonome et il sera forcément soit broyé, soit aligné par la société.
Donc, il passe les premières années de sa vie à côté intellectuel de sa vie avec Sartre, à essayer de forger, de réduire cet espace d'irréconciliation entre l'individu et la société. Et progressivement, et c'est là qu'il commence à travailler les concepts d'écologie politique, notamment avec Ivan Illich, que je vais en parler dans quelques minutes, qui, lui, on commence à se dire « Ok, c'est irréconciliable, ok, tu n'as pas de place, d'accord, à une condition, c'est là que la politique entre en jeu, c'est qu'on va peut-être changer la règle. Et que là, ce qui t'exproprie, ce qui fait que tu n'as pas de place dans le monde, ce qui fait que tu n'es pas considéré, ce n'est pas la société en tant que telle, c'est une certaine forme de société. Et cette certaine forme de société qui exproprie l'individu lui-même, Gortz l'appelle la méga machine. Et donc c'est à la fois une dimension de gouvernement administratif et en même temps une dimension de développement économique. Et donc la définition, mais je l'avais mis dans le petit topo là sur la page Facebook, la définition qu'il donne de l'écologie politique, c'est le mouvement écologiste est né bien avant que la détérioration du milieu de vie pose les questions de la survie de l'humanité. Il est né d'une protestation spontanée contre la destruction de la culture du quotidien par les appareils de pouvoir économique et administratif. La défense de la nature doit donc être originairement comprise comme la défense du monde vécu. Et si je reliais ces concepts alors qu'ils ne se sont pas croisés de leur vivant, Anthropocène et Gortz, et qu'il y a un sujet à faire entre ces deux entités-là, c'est parce que Gortz, lui, il travaille sur son domicile, il le situe au niveau de l'intime. C'est qu'il va, quand je dis le monde vécu du sujet, c'est la capacité au sujet à dire je, à se sentir installé, à se sentir présent, à se sentir auteur de sa vie, à pouvoir se sentir en gros en pleine possession de ses potentiels et de sa vie. Et donc l'échelle de réflexion que Gortz, son point de départ, après il peut globaliser, mais son point de départ, c'est l'individu par rapport à lui, par rapport à son corps, par rapport à sa santé, par rapport à son couple, par rapport à son quartier, par rapport à sa ville, par rapport à son pays, et ensuite par prolongement et par effet de changement d'échelle, par rapport à une échelle plus large. Donc le point de départ et qui nous relie, si on se repose la question qu'on disait tout à l'heure entre anthropocène faible et anthropocène forte, là on peut partir sur le fait qu'il y aurait une anthropocène intime, ou comment l'individu arrive, en se posant des questions du mode de faire collectif, à se dire, bah là, je me sens en capacité de pouvoir développer mon autonomie, là, je ne me sens pas en capacité de ça. Et donc, il va travailler donc, le premier temps de sa vie avec Sartre, irréconciliabilité de définitive entre l'homme et entre l'individu et la société. C'est pas possible, ils ne parlent pas la même langue et la société veut gouverner, l'individu veut être autonome, ça ne marche pas. La deuxième période de sa vie, c'est là où il pose ses jalons de l'écologie politique, c'est quand il côtoie Ivan Illich. Ivan Illich, c'est un ancien prêtre qui a fondé un centre d'études au Mexique et qui a fondé au moins deux concepts. On peut s'arrêter au moins sur deux concepts parce qu'ils permettent d'irriguer un peu et de comprendre tout le développement de sa pensée. Le premier concept, c'est celui de convivialité, de société conviviale. Et le deuxième concept, c'est celui de contre-productivité. Donc Illich, quand il parle de société conviviale, il dit que la société conviviale, c'est la société où l'individu maîtrise l'outil, où il n'y a pas de décalage, où il n'y a pas de rupture d'échelle entre la capacité de l'individu et du nous, des citoyens, à maîtriser un outil et l'effet qu'a cet outil. Ça repose aussi la question du feu de tout à l'heure. Et sur le deuxième concept, c'est le contre-productivité, que Gortz il va faire tout son parcours intellectuel à partir de ce concept-là, c'est de dire que les changements d'échelle sont en réalité des changements de nature dans des niveaux de développement. Donc il va prendre toutes les grandes institutions qui régissent la société, il va travailler sur l'école, sur les déplacements, sur la santé, sur toutes les grandes institutions. Et il va montrer comment passer à un certain niveau, passer à un certain seuil de développement, l'intention de départ de cette institution en fait n'est plus assurée, au contraire ça devient pervers. Donc il prend par exemple l'exemple de l'école. L'intention de créer une institution, une éducation nationale au départ, ça a été de former des citoyens autonomes dans l'esprit des Lumières, des citoyens qui peuvent gouverner leur vie comme ils le souhaitent. Mais à force d'être développés, à force d'être massifiés, à force d'être généralisés, à force de devenir une institution tentaculaire, c'est la critique en tout cas que fait Illich, on en vient à former des individus spécialisés pour une tâche dédiée au marché. En gros, on a des parcours de vie, des parcours d'éducation, des parcours d'enseignement qui nous apprennent non pas à être autonomes, mais qui nous apprennent un savoir professionnel, un métier, et en gros, à surtout ne pas pouvoir être polyvalent, à avoir besoin des autres pour fonctionner, mais à être spécialisé sur un sujet. Il dit pareil sur la santé, que au départ, l'institution santé, si on crée une institution médicale de santé, c'est pour répondre à un problème sur la santé publique, où les individus sont dépossédés de leur santé et de leur corps, et on se retrouve avec un système médical à ce point développé, à ce point tentaculaire, à ce point dégradé, qu'on voit comment, et ça c'est encore une fois ce que dit Illich, là où l'institution médicale devait au départ nous faire retrouver la santé, au final nous exproprie notre propre corps.
on se retrouve quand on va à l'hôpital, être traité, c'est un peu les métaphores qu'il prend, être traité comme une voiture où en gros on gère nos organes, on gère notre corps et on ressort de là, on a été un patient, on n'a pas été un sujet, on a été un patient où en fait on a été dépossédé de notre corps. Il prend aussi l'exemple de la voiture en ville où on a inventé la voiture pour aller plus vite, mais le jour où on adapte les villes pour qu'il y ait plus de voitures, où il y a plus de voitures, il y a plus de bouchons et on va plus vite en vélo. Du coup, au final, ça devient contre-productif. Donc, il passe son parcours Illich à essayer de théoriser, de travailler ce seuil de développement, au-delà duquel ça devient contre-productif et en dessous duquel, oui, en effet, il y a une place pour l'appareil industriel, il y a une place pour l'État qui peut réguler, maintenir dans une certaine limite le niveau de développement pour permettre à la société de rester conviviale. Et Gortz, lui, travaille sur ces questions-là. C'est l'écologie politique de Gortz. Elle s'inspire de ce schéma de pensée d'Illich, donc penser la contre-productivité pour faire vivre une société conviviale. Et Gortz, par exemple, lui, il travaille sur le nucléaire. On pourrait se dire que comme, je caricature un peu, mais les écolos mainstream, que le nucléaire, il ne faut pas s'en servir parce que les accidents sont catastrophiques et que ça a une puissance de feu énorme et que les ravages sont catastrophiques. Ce que dit Gortz, c'est que lui, il n'aborde pas la question du nucléaire par la question du risque ou du risque technique. Il aborde la question du nucléaire par le fait que qui dit technologie nucléaire dit état policier pour maintenir le secret, dit savant tout sachant autour pour s'assurer que les risques tout va bien, dit contrôle total, dit centralisation de la production d'énergie et dit en fait un certain design de la société. Donc puisqu'il est anti-nucléaire, non pas parce que oui, il y a un risque, il est aussi pour ça, mais son point de départ, c'est pas oui, il y a un risque, son point de départ, c'est de dire la technologie, l'outil, nous dessine une société qui a des germes totalitaires. Parce qu'en fait, il n'y aura jamais de débat public à l'intérieur d'une centrale nucléaire, il n'y aura jamais de contrôle citoyen à l'intérieur d'une centrale nucléaire. Donc la technologie en tant que telle nous pousse vers un modèle totalitaire. Donc voilà, et donc Gortz, je n'ai pas dit en introduction, mais je peux le dire là aussi, c'est qu'il le dira dans son dernier bouquin de sa vie, qui est Lettre à D, qui est Lettre à sa femme, à qui il aura passé toute sa vie, qui s'écrivent juste avant de mourir et tous qui se sont suicidés ensemble parce qu'ils ne voulaient pas se survivre l'un à l'autre, que lui, justement, c'est par sa relation amoureuse et par la chaleur qu'il avait autour de lui et par ce lien très fort qu'il avait avec cette dame-là, qu'il a aussi recommencé à positionner et à politiser son anthropocène. Parce que quand André Gortz, il sort de la Shoah, oui, il n'est rien et il redémarre de zéro, un peu moins que zéro, il a cette relation amoureuse avec cette femme qui, justement, lui fait travailler la question de comment on est capable de dire je à plusieurs. Et donc, il y a cette dimension très forte et très poétique derrière le politique chez André Gortz, qui est de dire que oui, on va devoir retrouver une subjectivité, oui, on va devoir retrouver une place en commençant échelle par échelle. En se réappropriant de notre santé, qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, on peut en débattre. En se réappropriant d'autres échelles différentes au-delà de notre corps, est-ce que c'est notre appartement? On en a un peu débattu avec le confinement. Est-ce que c'est notre quartier? Ça pose la question aussi du municipalisme. Est-ce que c'est notre ville? Comment on s'en saisit ou pas de l'échelon national? Est-ce qu'on a envie de se saisir ou pas de la question nationale pour monter à un niveau de cercle au-dessus? Est-ce qu'on pense l'Europe? Et donc voilà. Donc lui, il pense par cercle concentrique en commençant par l'individu. Peut-être deux focus avant de venir aux questions, parce que j'imagine que je vais un peu vite et donc ça vaudra le coup peut-être qu'on précise des trucs après, mais deux focus, deux concepts très forts chez Gortz qui sont aussi intéressants. C'est le travail, je vais y passer rapidement parce que ça peut être un peu long et on y reviendra s'il y a des questions, mais le travail où lui il distingue justement pour remettre en ordre et remettre des limites et recompartimenter les activités de l'être humain. Il dit qu'il y a trois sortes d'activités de l'être humain. Il y a les activités domestiques, celles qu'on fait chez nous, qu'on fait tous un peu chez nous en ce moment et tout le temps, les activités domestiques qui servent à entretenir la vie, les activités économiques qui servent à produire notre décor, qui servent à nous dire à notre bien, notre confort matériel, donc la production économique, et la troisième qui sont les activités autonomes qui visent l'autoproduction de soi. Là, chacun mettra bien ce qu'il veut derrière, parce que si par définition, si c'est pour être autonome, chacun est autonome comme il veut. Donc ça peut être là, certains de l'art, d'autres de la culture, d'autres du sport, d'autres peu importe, chacun fait selon. Et donc il y a ces trois niveaux d'emboîtement d'activité humaine. Et lui, il travaille sur le fait que le capitalisme et le développement de la méga machine, comme il dit, va mettre en expansion la logique économique. Donc la deuxième activité, celle du travail marchand et du travail industriel, de production de confort matériel, va être en expansion sur les deux autres. Et donc il essaie justement de recompartimenter par des effets de seuil. Ça veut dire quoi un échelon domestique qui est vraiment domestique, un espace privé où on respecte l'autonomie de l'individu, les secrets de l'individu, la liberté intime de l'individu, comment on sanctuarise cet espace-là. Deuxième partie sur la production industrielle, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, comment on repositionne l'appareil industriel en deçà d'un niveau de développement qui nous permet de rester autonome collectivement, où on ne se prend pas une menace, on ne retombe pas dans les bras de Némésis derrière. Donc comment on a un appareil industriel présent, certes, fonctionnel, certes, mais qui ne nous met pas en danger.
Et la troisième sur pareil, là, la troisième activité qui est celle des activités autonomes, il dit justement le but maintenant de notre société, post-capitaliste ou en tout cas post-industrielle, ça il l'écrit au début des années 2000, le but de notre société va être justement de développer au maximum ces activités d'autoproduction de soi, ces activités autonomes, en compressant le plus possible les deux autres, domestiques, en gros l'empire de la nécessité, tout ce qu'il faut faire pour que ça roule au quotidien. Donc il faut à la fois saisir, repositionner ces deux sphères de la nécessité et de la production, et ensuite de l'activité d'auteur et d'œuvre. Et donc, c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que le rôle, l'entité, l'instance qui est censée remettre en ordre ces choses-là, de remettre en ordre le monde de la nécessité, de la production et d'expansion économique et le monde de l'autonomie, ça va être le politique. Non pas l'État, qui lui va être là pour délimiter le périmètre et donner un périmètre à l'activité industrielle. Donc là, encore une fois, on est heureux sur la place, de redonner une place à l'appareil industriel. Donc l'État qui redonne des places aux uns et aux autres, mais le politique qui est toujours en tension entre d'un côté l'expansion permanente du monde économique et des forces économiques, et de l'autre la prétention des individus à l'autonomie, ou comment on s'assure que d'un côté l'appareil industriel nous débarrasse du maximum, nous fait économiser du travail au maximum pour nous permettre d'avoir le maximum d'activités autonomes. Et pour finir, peut-être que je peux juste vous lire la définition que Gortz donne dans la définition du bon gouvernement qu'il donne, parce que une fois qu'on a dit ça, c'est comment on se donne les règles et comment on dessine ensemble les contours d'un gouvernement qui nous va bien. Et donc il dit sur le bon gouvernement qu'il dit désormais nous savons qu'il n'y aura pas de bon gouvernement, de bon État ou de bon pouvoir, et que la société ne sera jamais bonne par son organisation, mais seulement en raison des espaces d'auto-organisation, d'autonomie, de coopération et d'échange volontaire que cette organisation offre aux individus. Le politique n'est pas moral, ni la morale politique. Le politique est le lieu d'affrontement entre l'exigence morale et les nécessités extérieures. Seule la permanence et la franchise de cet affrontement pourront faire à la sphère de la nécessité la plus petite place possible et à la sphère de l'autonomie la plus grande place possible. Donc on voit comment, en rupture un peu avec la tradition de gauche un peu classique, il n'est pas sur une conception jupitérienne de la politique, ou en tout cas de développement de l'État-providence et du service public, il est sur un projet politique qui est à la fois très politique, parce que c'est un choix politique très fort, de libérer des marges d'autonomie, mais en même temps, par définition, dans les marges d'autonomie, il n'y a pas de politique, il y a beaucoup de politique, mais il n'y a pas de politique d'État, et chacun vient se positionner à l'intérieur de ces bulles d'autonomie qui sont créées pour les coloniser et chacun les faire vivre comme il veut. Donc voilà, alors que Gortz n'a pas maillé le concept d'anthropocène, parce qu'ils se sont croisés en termes chronologiques, et donc ils ne se sont pas croisés sur ces questions-là. Mais il me semble quand même, et c'est ce que j'ai essayé de poser là rapidement avant de pouvoir discuter un peu avec vous, que le souci de Gortz de repartir de l'individu, de son monde vécu immédiat, que ce soit son corps, son couple, sa famille, sa santé, sa maison, nous permet de nous dégager au moment où nous-mêmes, on a quelques semaines, quelques mois un peu compliqués devant nous à expérimenter une situation un peu inédite, à nous dire qu'en fait, peut-être que ce moment-là, c'est une école pratique de l'anthropocène, peut-être qu'on ne sortira pas tout à fait pareil de ce moment-là, peut-être qu'en relocalisant des processus qui étaient globalisés, mondiaux, un peu abstraits, un peu telluriques, là, ça redevient à la question du 1 km, 1 heure autour de chez soi ou chez soi. Peut-être qu'en fait, on touche par cet exercice-là les contours de notre anthropocène à nous, et qu'en fait, peut-être qu'on sortira de cette séquence-là comme étant des citoyens adaptés et peut-être un peu plus aguerris à l'ère de l'anthropocène. Merci. Ok, merci beaucoup Enzo. Comme je l'ai indiqué sur le chat, si vous avez des questions sur André Gortz, sur l'écologie politique, n'hésitez pas à demander la parole. Je me permets, vu que là, il n'y en a pas à ma connaissance pour le moment, de donner peut-être la parole à Éric Piolle, qui est parmi nous, il me semble. Je ne sais pas si tu es là, Éric. Moi, j'avais une question pour toi. Si tu es dans le coin. Oui, je suis caché derrière l'ordinateur de ma fille. Oui. Bonjour Éric, et merci beaucoup d'être parmi nous. Moi, j'avais une question du coup par rapport à justement toute cette écologie politique, toute cette analyse sur l'anthropocène, etc., tout ce corpus idéologique qui est fort, de savoir finalement, toi, à Grenoble, vous avez essayé de tirer les leçons de tout ça et de mettre en œuvre une politique au niveau local qui permet de répondre à tous ces enjeux-là. Et je sais que, l'idée, c'était de savoir finalement tu es à la fin de ton premier mandat. Là, il y a le deuxième mandat qui s'ouvre.
finalement, quelles sont les leçons que toi, tu as appris de ça? C'est-à-dire, peut-être, est-ce que c'est facile de mettre en place des politiques en matière d'écologie? Est-ce que peut-être des choses qui t'ont surprise dans la réaction des gens? Voilà, mais cette transformation au niveau local, peut-être si tu peux nous en dire quelques mots et puis ça vous avez pu être, enfin, ce que tu ressors de ce premier mandat et potentiellement ce que vous souhaiteriez, comment vous vous projetez dans l'avenir et dans le second mandat. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, alors sur ce qu'on a fait, je pense que le plus simple est quand même d'aller voir un peu sur nos sites, nos bilans, parce que sinon on va passer d'une conférence plutôt à vocation philo à une conférence plutôt politique. Peut-être que ce que je partageais ici, c'est que effectivement, d'abord, notre projet politique, il est basé sur une pensée, un mélange d'une pensée, du penser, de l'agir, de développement d'une intelligence rusée collective et de la conduite du changement. Et que donc ça, on s'est retrouvé avec Enzo, ça fait maintenant 9 ans qu'on bosse ensemble, parce que moi, mon entrée en politique est partie de la volonté de réintroduire du spirituel dans la politique. Donc, autour de l'accumulation, de la croissance et donc plutôt des philosophies comme Gors ou moi c'était plutôt Georges Bataille, et de la consommation de notre excédent, de cette crise d'excédent dans laquelle nous sommes et qui nous conduit à cette accumulation, qui à la fois qui nous conduit et qui est le produit de notre accumulation. Et donc finalement, on cherche au niveau local à mêler cette pensée et cette action et donc à trouver les fils qui nous permettent à la fois de combiner des imaginaires et de produire de l'imaginaire collectif, une mythologie collective qui combine les imaginaires de chacun, qui se traduisent dans des textes et qui s'incarnent dans une action qui déborde toujours. Les trois échelles s'auto-débordent, c'est-à-dire que l'action déborde du cadre de principes politiques qu'il a définis et déborde même de l'imaginaire. Il peut appartenir à plein d'imaginaires différents. Donc, les fils conducteurs qu'on a choisis, d'abord, c'est de sortir du concept du développement durable et donc d'abandonner les 4 piliers de l'économique, du social, de la gouvernance et de l'environnement pour basculer dans un triptyque où on dit que l'ensemble de nos actions ont pour objet, donc sont à la fois un labeur et une œuvre qui vise à garantir des sécurités, chérir des biens communs et le vivant, et puis nourrir notre désir de sens, et qu'on va faire ça pour avancer là-dedans. En fait, on va choisir des fils qui parlent à tous. Donc, on a travaillé en premier sur les questions d'espace public, d'éducation populaire, de santé, d'alimentation, de mobilité. Donc dans l'éducation populaire, la culture et le sport aussi, évidemment. Et donc, finalement, on tire ces fils qui sont plutôt transversaux initialement pour venir incarner à un moment, se faire déborder par nos actions avec cet espace-là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté notre contrat de pub avec Deco. C'était pour réaffirmer aussi cette suprématie du politique sur la sphère économique. Enzo concluait là, dans nos 3 types d'activités que la production industrielle finalement était devenue écrasante pour nos échelons domestiques et nos activités autonomes. Là, arrêter le contrat avec Deco, c'est signifier qu'en fait, nous pouvons nous définir et nous auto-organiser pour recontenir cette activité économique et la remettre comme n'importe quelle de nos activités dans ce triptyque, comment l'activité garantit les sécurités, chérit le bien commun et nourrit le désir de sens. Donc on avance là-dessus dans une organisation politique où on pense finalement chaque citoyen comme étant à la fois un individu qui a un rôle et qui est membre constituant de la communauté. Donc en revenant un peu au triptyque d'Edgar Morin, qui approche notre humanité en disant qu'on est à la fois un animal, un individu et un membre constituant de communauté. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie d'avancer de façon après très concrète dans notre aménagement d'espace public, dans notre regard sur la mobilité, dans notre regard sur l'alimentation et sur la santé, qui est un vecteur qu'on a pas mal développé.
Ok, merci beaucoup Eric. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur la mise en application de l'écologie politique ou sur l'avis d'André Gortz par rapport aux propos d'Enzo? N'hésitez pas à prendre la parole. C'est à vous. Moi, s'il n'y a personne, je veux bien poser une question. Vas-y, Eline, tu te présentes? Ouais, du coup, je m'appelle Eline et à part prendre des notes pendant les débats, je suis à Place Publique au pôle écolo. Voilà, et je suis à Montpellier en ce moment. J'avais une question sur ce triptyque-là entre du coup le domestique, l'économique et l'autonomie, en gros pour caricaturer. Et je me demandais si, en fait, justement, garder ces 3 types d'activités et faire cette typologie-là, c'était pas conservateur, enfin entre guillemets, mais est-ce qu'il faudrait justement inventer une société où on peut s'épanouir dans son travail, où la sphère domestique n'est pas juste un ennui de répétition, est-ce que repenser à un projet politique au XXIe siècle, c'est vraiment rester sur ces triptyques-là qui sont, on les retrouvait déjà un peu chez Hannah Arendt, ça me paraît pas hyper disruptif, désolée d'utiliser ce mot, mais voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus, et en plus avec un prisme un peu féministe aussi par rapport à ces questions-là, où on voit très bien qu'il y a une division aussi très genrée entre ces 3 sphères-là, quoi. Après, rapidement, sur ce triptyque-là, il y a 2 dimensions. Après, c'est le parti pris de Gortz, parce que lui, il considère qu'il y a une offensive de la méga machine et du système industriel pour niveler et mettre de la confusion dans ces 3 ordres différents. Donc, par exemple, lui, il travaille, et tu as raison de le dire, sur l'échelle domestique, comment en réalité il y a notamment pour les femmes des tâches ménagères qui peuvent être considérées comme du travail. Est-ce qu'on les rémunère ou pas? Est-ce que ça rentre dans l'activité marchande ou pas? Ou est-ce que ça reste de l'activité qui est en dehors de cette logique-là? Pareil sur l'activité économique de production. Là, pareil, tu peux te dire, en fait, oui, ça peut être un amour du métier d'un ingénieur qui a envie de faire son œuvre, qui fait bien son œuvre, qui s'épanouit dans son travail. Mais il y a aussi une dimension où on voit émerger les bullshit jobs, où en fait, il s'agit d'occuper des gens parce qu'il n'y a plus assez de travail. Donc en fait, on va occuper des gens à faire du travail qui n'a pas de sens et on va créer de la relation marchande dans des activités au départ qui n'avaient pas vocation à être marchandisées. Par exemple, il y a un exemple qu'il prend dans ses bouquins où il dit quand vous êtes un grand-père qui aide son petit-fils à faire ses devoirs, vous le faites parce que vous êtes grand-père et que c'est votre petit-fils, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est de la famille. Et par contre, vous pourriez être en droit de demander un salaire. Parce qu'en fait, vous fournissez un bien, vous fournissez un contenu, vous fournissez un travail, vous fournissez un effort, vous servez la collectivité en faisant ça, et qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes son grand-père, mais en fait, vous lui rendez un service. Et donc, c'est aussi possible de demander que ce grand-père dise, en fait, mon petit-fils, je vais lui filer des cours, je vais lui aider à apprendre cette table de multiplication, mais par contre, je vais demander un salaire. Donc, il a toute cette espèce de jeu comme ça où il travaille sur comment on maintient des activités qui sont de nature différente et qu'elles ne sont pas toutes ou pas, il faut voir après comment on change quelles activités, elles rentrent dans l'activité marchande ou pas. Et notamment après, on travaille sur la société des loisirs, sur comment on va marchandiser le tourisme, marchandiser le temps libre, marchandiser l'attention, marchandiser à chaque fois aller creuser un peu plus et recréer de la valeur et de l'espace de développement économique dans des activités au départ où il n'y avait pas de raison marchande. Donc on va aller se plonger dans les neurosciences pour faire du marketing, on va aller se plonger pour que nos téléphones portables, les gamins de 2 mois, ils puissent avoir les yeux qui s'allument et qu'il y a un téléphone portable dans la pièce. Donc voilà, c'est comment cette logique-là. Après, c'est pas pour enfermer dans un rapport conservateur ou dans un rapport figé, c'est qu'il dit c'est son parti pris à lui, qu'il y a des digues, il y a des natures différentes entre ces activités-là, et que c'est une logique marchande un peu partout dedans, et en nivelant les uns les autres. Après, par contre, quand tu dis, moi, j'ai jamais dit que l'échelon domestique et l'entretien de la vie, c'était quelque chose de répétitif et de compliqué. Ça peut aussi être quelque chose d'émancipateur ou quelque chose de choisi ou quelque chose de valorisé, mais juste que ça, est-ce qu'on en fait collectivement une sphère marchande ou pas? Là, c'est ça, pareil, après sur l'activité de production économique, est-ce qu'on se dit que oui, en fait, il faut produire le nécessaire et en fait, on va libérer du temps, et après, c'est le projet que Gortz travaillait sur le projet de société libérée du travail. Lui, il veut qu'on travaille juste 1000 heures par an et le reste de l'année, on fait autre chose. Parce qu'il dit que si on passe à la semaine de 35 heures, 30 heures, 32 heures, et en fait, on n'a pas le temps d'avoir une vie parallèle à côté, on n'a pas le temps de développer son autonomie, on reste dans un temps qui est fragmenté, et le plus clair de notre temps reste le temps de travail pour produire. Donc lui, il est partisan du 1000 heures de travail par an,
pour avoir le maximum de plage horaire pour faire autre chose, mener des projets différents, pouvoir changer de vie ou pas changer de vie, enfin laisser la liberté à l'individu de s'émanciper comme ça. C'est pour ça aussi qu'il s'avance un peu à la fin de sa vie sur les thématiques de revenu universel garanti. En disant qu'une des conditions, que si on se dit qu'on a économisé pendant 2 siècles, l'appareil industriel nous a permis d'économiser des gisements de temps de travail, on a fait des gains de productivité hallucinants. Donc en fait, on a réussi la promesse industrielle qui était de nous de compresser au maximum le temps passé à produire l'indispensable. On a compressé au maximum, on a besoin de moins de monde qu'au début pour faire tourner l'appareil économique. Donc soit on se dit, Hannah Arendt, tu l'as cité, qui travaille aussi sur ça, soit on se dit, oui, en fait, on va rester arc-bouté sur la valeur travail, parce que sinon c'est le bordel, et on va occuper les gens à vouloir produire, à vouloir faire un marchandiser, à vouloir dire un bullshit job, oui, en fait, on va vous salarier pour tout et pour rien. Ou soit on se dit, en fait, on peut travailler sur un autre truc et mettre de l'argent ailleurs, soit par revenu universel garanti, soit par notre système d'organisation du temps de travail pour justement donner à cette espèce de sphère de l'autonomie, donc sphère de la nécessité et sphère de l'autonomie, donner à la sphère de la nécessité, de l'autonomie, le maximum d'amplitude possible. Alors, je crois que Claire avait 2 questions et moi j'en ai une aussi. Après. Vas-y, Claire. Alors, Claire, il faut que tu ouvres ton micro. M'en occupe. Normalement, c'est bon. C'est bon? Non. Claire, tu nous entends? Sûrement, mais est-ce que tu peux parler? C'est pas la bonne Claire. Ah, c'est pas la bonne Claire. Pardon. C'est bon normalement, Claire. Vas-y, Claire. Ouais. Vous m'entendez? Tu t'entends, Claire? Vous m'entendez là? Ouais. Oui. Ouais, on t'entend. Mes 2 questions, pour aller vite. La première, c'est comment ces travaux-là sont allés chercher des liens avec d'autres qui ont été menés notamment autour du développement local, notamment autour de l'économie solidaire. Ma première question, c'est celle-là. Et puis ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des exemples un petit peu plus concrets sur la ville de Grenoble? Là, il y a surtout pour moi des principes qui ont été posés qui sont importants. Mais moi, ce qui m'intéresserait plus, ce serait d'avoir des exemples de réalisation, quoi. Voilà, à l'échelle locale. Merci. Alors, du coup, comme disait Eric, sur les exemples de réalisation au niveau local, il faudra être un peu plus précise peut-être, parce qu'il ne va pas pouvoir nous faire la review de l'ensemble de son mandat. Mais pour essayer, moi, de donner peut-être des de réflexion, je trouve que en ce moment, un des sujets qui revient un petit peu au goût du jour, c'est la question de la gratuité, qui est pas forcément, qui fait débat à gauche sur est-ce qu'on est plutôt pour faire en sorte qu'il y ait des activités, des services qui soient gratuits, ou au contraire, est-ce qu'on est plutôt sur une tarification progressive en fonction des revenus de chacun. Moi, je trouve que c'est un débat là qui est intéressant, et je voulais avoir peut-être l'avis d'Eric là-dessus, et de voir quels étaient aussi les retours de la population sur, par exemple, l'ouverture d'espaces de gratuité. Est-ce que ça permet vraiment, est-ce que ça a vraiment un impact, et voilà, et peut-être des préconisations sur quels sont les espaces qui doivent être retournés dans un giron de bien commun, et donc de sortie de la marchandisation, et ceux qui, au contraire, ont plutôt vocation à rester dans un cadre marchand. Je crois qu'il y a une autre question. Catherine? Catherine, on t'ouvre ton micro, Thomas? Et ensuite, Sophie, et après, je te redonne la parole, Enzo. Et Eric, si tu veux répondre. C'est bon. Vas-y, Catherine. Oui, dans tout ça, moi, il y a un petit truc qui me semble manquer quand même, c'est en fait la relation entre les personnes, parce qu'on voit les individus, on voit la société globalement, mais on ne voit pas très bien les interactions entre les individus, comment ça s'organise dans tout ça, et je ne sais pas si c'est possible voilà, j'ai l'impression, pour moi, il y a une dimension qui manque dans cette discussion. Vas-y, Sophie. Oui, merci. Ce sera on prendra tous les deux la parole avec Mehdi qui est à côté de moi. C'est rigolo parce que je voulais, c'est exactement le propos que
je voulais avoir suite à l'intervention de Catherine. C'est vrai que la dimension collective et d'organisation et de combat apparaît pas forcément. Enfin, on voit vraiment, et merci pour ça Enzo, le cheminement, en fait, le passage de la transformation de soi-même pour transformer aussi justement ce monde vécu selon les valeurs qu'on se donne. Mais c'est vrai que la dimension organisation qui en fait est ultra nécessaire quand on parle d'espace libéré et d'autogestion, cette dimension le passage à l'action collective est difficile à imaginer là tout de suite. J'avais une autre question. C'est sûr, et ça fait écho à ce que disait Éric Piolle tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, et si c'est le cas, je le salue, sur en fait l'espèce de... c'est pas une opposition, mais je ne sais pas si c'est réconciliable, en tout cas entre la pensée de Gors et cette question de la place de la puissance publique et justement des protections que peut apporter l'État et potentiellement que doit apporter l'État. J'avais assisté à un débat organisé par Le Vent se lève là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que Éric Piolle, vous y étiez, sur justement la question de ce nouvel État-providence, comment il se transforme au regard de la crise écologique, et est-ce qu'il y a des protections qu'il doit endosser, et je vois que c'est un impensé, volontairement un impensé chez Gors, et du coup, voilà, je voulais savoir un peu, Enzo, comment peut-être que c'est pas un impensé du coup, mais comment toi tu voyais cette écologie politique prise dans une sorte de dilemme entre miser sur cette émancipation et cette émancipation des gens, cette auto-organisation, et en même temps une attente et peut-être une nécessité du fait que l'État se charge d'un certain nombre de protections au regard des crises à répétition écologique et sociale à venir. Et pardon, du coup, Mehdi. Je poserai la question après. Peut-être dans la foulée, non? Ouais, vas-y, Mehdi. Ouais, c'est peut-être plus simple. Ouais, moi je me posais la question en fait pour aussi faire référence à la question du Capitalocène et le débat qu'on pouvait avoir tout à l'heure là. Je voulais savoir s'il n'était pas plus pertinent de s'appuyer sur la notion de Capitalocène pour essayer de penser en fait la société d'après, et notamment au regard du fait que typiquement Gors, il s'était intéressé un petit peu à l'école de la critique de la valeur à la fin de sa vie, qui expliquait qu'en fait les contradictions du capitalisme sur la notion en fait de fabrication de la valeur allaient le pousser à un moment donné de toute manière à imploser, parce que en gros, pour faire très rapide, le capitalisme, en tout cas la valeur, elle se fabrique par la quantité, par la mesure de la quantité de travail abstrait dont on a besoin pour fabriquer une marchandise. Or, les capitalistes essayent d'utiliser de moins en moins en fait de travail pour fabriquer les marchandises. À partir de là, on se retrouve face à une contradiction, c'est-à-dire que la mesure de la valeur qui se fait donc avec le travail baisse tendanciellement, c'est ce qu'ils appellent la baisse tendancielle du taux de profit, qui nous oblige donc à partir de là à produire de plus en plus, à détruire de la biodiversité. Et de fait, on se retrouve en fait face à une situation où on va se retrouver dans une situation où l'argent n'aura même plus énormément de valeur. Et c'est déjà le cas dans le sens où on dit que déjà qu'il y a 70% de l'argent qui circule dans les marchés financiers qui n'a absolument pas de réalité concrète. Donc voilà, en fait, je me posais la question, est-ce que ce ne serait pas plutôt pertinent de s'appuyer sur ce genre d'analyse-là pour essayer de construire l'après, et notamment peut-être les questions que se posent les tenants de l'écologie sociale, donc de la fin de l'argent, etc., plutôt que de parler d'anthropocène et d'être sur des réflexions qui sont de l'ordre effectivement plus de l'intimité et un petit peu qui imaginent moins peut-être des perspectives collectives, quoi. Voilà.
Ok, merci tout le monde. On va clôturer le tour de questions. Il est 19h27, donc je vais laisser Enzo et Eric répondre. Juste pour votre info, on a mis donc sur la conversation une bibliographie, voilà, avec plein d'ouvrages d'André Gortz, d'Enzo aussi. On vous a remis les références de cet échange directement par écrit. N'hésitez pas à me laisser votre mail si vous voulez avoir plus d'informations sur les prochains débats du confinement. Pour info, ils ont lieu donc les mardis, les jeudis et les dimanches. Enzo, je te laisse répondre et peut-être conclure. Oui, rapidement, sur comment Gortz se met en lien avec d'autres et comment il se met au contact, la première question qui a été posée tout à l'heure, de comment en gros ça connecte un peu avec le tissu social. Gortz, il avait fait le choix, donc il a fait certes des essais un peu de philosophie politique qu'il écrivait sous un pseudo qui n'était pas sous son nom, là, parce qu'en plus André Gortz c'était déjà un pseudo à lui, donc il avait 2 pseudos et il en avait un à partir duquel il était journaliste, qui s'appelait Michel Bosquet, un sur lequel il était essayiste, où il s'appelait André Gortz, et son nom perso à lui, là aussi on retrouve aussi des superpositions d'identité et d'échelle, c'était Gérard Horst. Donc il avait 3 comme ça personnalités et 3 identités différentes, et il travaillait donc notamment au Nouvel Obs en tant que journaliste pour justement connecter et être en lien et commenter à chaud et faire vivre le sujet politique, enfin, ses convictions et ses d'essayiste, les porter dans le débat public sur l'actualité brûlante, comme chroniqueur. Il était aussi syndicalisé ou syndicaliste et proche de la CFDT, un peu proche aussi du PSU. Donc il avait toute cette réflexion-là, on va dire, de la gauche, deuxième gauche socialiste, qui travaillait sur justement les fédérations, sur les coopératives, sur comment la société civile s'organise. Et quand je disais tout à l'heure qu'il positionne le politique comme étant un espace de tension et une soupape entre les aspirations collectives et donc du mouvement social et les contraintes et le rythme un peu ralenti de méga machines de l'État, là, il repositionne une action collective. C'est justement de positionner le politique comme étant porté, pressuré par en dessous. Donc la classe, les acteurs politiques étant pressurés par du mouvement social, du mouvement collectif, du mouvement citoyen, qui vient faire monter le niveau de jeu politique, et le politique qui est comprimé de l'autre côté par les injonctions de la machine, par se mettre en rapport de force avec l'expansion, et c'est avancé comme ça. Donc lui, il se positionne vraiment sur aussi l'action politique la plus efficace dans ce contexte-là. Après, moi, de ce que j'ai lu en tout cas, il ne trace pas de contours d'organisation ou de recettes d'organisation, il n'est pas un organisateur. Je le vois, peut-être que je me plante sur ça, mais moi, je n'ai pas connaissance de modèle de design d'organisation humain hors dehors de la politique et de l'État pour réfléchir à ces questions-là. Il y en a peut-être, mais en tout cas, je n'y ai pas accès. À part que ce que je vous dis là, c'est qu'il était proche du syndicat CFDT, qu'il était pas loin du PSU, pas trop loin de Michel Rocard, et qu'il avait comme ça autour de lui ses revendications, ses travail de comment on booste la société civile, comment il y a, dans une espèce de social-démocratie qui nous paraît bien loin maintenant, d'avoir une société civile organisée et qui vient faire pression sur l'État. Après, sur Grenoble, je laisserai peut-être plus Eric répondre. Mais sur le lien qu'il a avec le mouvement, avec la société et les gens entre eux, il se positionne comme ça. Après, quand je disais tout à l'heure le lien par rapport à la convivialité chez Ivan Illich, c'est justement ça, c'est comment on réchauffe les relations humaines, comment on ne bascule pas les relations humaines et les relations de Illich dit vernaculaire, Gortz dit convivial et d'autonomie, dans des rapports qui sont dénaturés par le rapport marchand. Donc, comment au contraire on va garder une chaleur et comment on va garder une convivialité et une chaleur humaine dans nos rapports humains, et ne pas basculer dans une espèce de transaction économique qui en fait les vide de leur sens dès le départ. Enfin, quand ça bascule là-dedans. Donc il est là comme ça dans une espèce donc lui, sa femme était malade, l'hôpital n'arrivait pas à soigner, de la ville, parce qu'il écrit dans Écologie et politique, je vous l'ai mis dans la bibliographie, là je crois que c'est écrit en 78, il écrit en gros une espèce d'utopie sur si demain on est au pouvoir dans une ville, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il a genre une petite dizaine de pages où écrit un peu façon nouvelle, il dit en fait on va interdire la télévision le vendredi soir pour que les gens puissent se parler, on va mettre déjà un potager partout, on va, vous pourrez le lire, voilà. Donc il a un projet aussi, il pense cette échelle-là de la ville. Aujourd'hui, on voit que quelques décennies après, ça irrigue aussi les courants de pensée municipalistes, soit en France, en Espagne, en Europe, un peu partout. Donc voilà, il a cette espèce comme ça de pensée, et c'est un peu le message que moi j'avais envie de travailler avec vous, cette espèce de pensée d'acteur dans l'échelle, et qui, au moment où on est confiné, ça nous permet peut-être de nous interroger aussi notre façon de rendre utile notre confinement,
Et peut-être après sur le capitalocène et l'anthropocène, mais après c'est un débat qui est long et qui nécessiterait au moins deux ou trois débats comme celui-ci. C'est évidemment que le capitalisme est un problème et évidemment que la gestion de la plus-value est un problème. Après, si on veut se donner la bonne position et le bon positionnement pour essayer de voir comment on dépasse ce problème-là, il faut aller regarder à quelle angoisse existentielle le capitalisme est une réponse. Et donc, du coup, c'est quoi la cause anthropologique? C'est quoi cette espèce d'où vient cette accumulation? C'est quoi l'archéologie de l'accumulation? Et si on fait l'archéologie de l'accumulation, en allant voir les écrits des religions, en allant voir les philosophes antiques qui avaient un traitement bien particulier de l'accumulation, si vous lisez Aristote, il distingue l'économie de la crématistique. La crématistique est l'économie d'accumulation qui joue aux gémonies, et l'économie, par contre, là, il la traite. Donc, il y a comme ça toute cette distinction de la philosophie occidentale et l'histoire de la pensée des idées qui se distingue de l'économie et de l'accumulation. Et si c'est une histoire qui est aussi longue que notre civilisation, et si là, on voit que l'accumulation, aujourd'hui, elle prend la main, mais que si on la remet à sa bonne place par le rôle de l'État, j'y viens après, on la remet à sa bonne place, il y a peut-être aussi une dimension qui n'est pas que… Enfin, l'économie, en fait, ça reste d'abord de l'anthropologie. Les fonctionnements économiques, c'est pas de la gestion pure, c'est pas du tableau Excel qui prend le pouvoir, c'est une dimension économique et c'est une réponse politique à une angoisse de fond. Et moi, ce que j'ai essayé de théoriser dans mon bouquin, c'est que c'est une angoisse de guerre civile. Donc le capitalisme comme étant un extincteur en guerre civile. Après, justement, sur le rôle de l'État, et comment les garde-fous, et ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est quel garde-fous peut mettre l'État, et pour garantir les sécurités, pour garantir les libertés, pour garantir les santé, c'est justement d'arriver à contenir la logique d'expansion, à contenir la logique d'accumulation et de croissance économique dans une sphère de nécessité qui est existante et qui est active. Donc il n'est pas du tout à ce titre-là anticapitaliste, il est contre le capitalisme pouvoir plutôt. Donc il maintient un appareil capitaliste, un appareil industriel sous pression, confiné, pour protéger l'autonomie quand j'ai l'individu, ça sous-entend aussi après les individus entre derrière, parce que les individus ne restent pas tout seuls dans leur coin, sinon on reste tous confinés. Voilà, c'est comment on considère que le rôle du politique, c'est et c'est là que c'est tellement, enfin c'est un peu iconoclaste, encore qu'on va voir ce qui se passe dans quelques mois, mais par rapport à là où on en est, c'est que le rôle du politique aujourd'hui est au service de la croissance économique. Lui, il dit que non, au contraire, le rôle du politique et de l'État, ça va être de freiner la croissance économique, c'est-à-dire de maintenir la croissance économique dans une sphère acceptable pour pas que ça empiète ailleurs, pour pas que ça empiète sur les relations domestiques, pour pas que ça empiète pour pas que ça nous crame du temps de travail pour rien, alors qu'on s'est bagarré pendant 2 siècles pour avoir moins de travail à faire. Et ça ne doit pas non plus venir coloniser nos activités autonomes. Donc voilà, il est sur cette espèce d'État qui, oui, joue le jeu et fait le pari d'une certaine activité industrielle, d'une stratégie industrielle forte, toujours en réduction du temps de travail nécessaire pour produire le nécessaire, mais en même temps, ce n'est pas de cette logique-là qui doit prendre le pouvoir. Après, sur les exemples grenoblois, peut-être Thierry qui peut en toucher 2 mots. Moi, de ce que je vois à ma modeste place de conseiller autour de lui, c'est qu'on essaye justement par… 6 ans, c'est à la fois beaucoup, c'est à la fois très peu, de redonner de la valeur au bien commun. C'est qu'à Grenoble, et je vois qu'il y a Antoine Bach qui est là aussi, qui est un valeureux élu de la ville de Grenoble, c'est justement de redonner de la valeur au bien commun. On a de la chance ici à avoir des écolos qui se sont bagarrés dans les années 90 pour remunicipaliser l'eau. Aujourd'hui, on a de l'eau parmi les moins chères de France et de la meilleure qualité de France. On est en train de remunicipaliser les parkings justement parce qu'en fait, on sort les grands groupes qui sont dedans pour maîtriser notre politique de déplacement, avoir des tarifications solidaires ou pas. Mais voilà, en tout cas, pour mettre en place une politique publique de gestion de biens communs. On est en train de se bagarrer parce qu'il y a une clinique mutualiste là, qui est en train d'être vendue au privé pour qu'elle reste dans une zone non lucrative. Là aussi, parce qu'on se dit, et il y a un mouvement social qui est en train de prendre fort en disant si on se mobilise pour un bien commun et la santé, Dieu sait, ça fait 1 an qu'on lui hurle, mais que là, c'est à pleurer. Donc, on voit que c'est un bien commun. Donc, il y a les Grenoblois qui sont en train de se mobiliser. Donc, en fait, on donne de la valeur au bien commun. Et une fois qu'on prend en sérieux et qu'on donne de la valeur à les biens communs, quand on retire la pub de l'espace public, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens, en fait, notre espace public, il est précieux, prenez-en soin. Et une fois qu'on fait ça, les gens, en fait, ils se mobilisent parce qu'ils disent, ah ouais, d'accord, si c'est précieux, ok, s'il y a un enjeu, en fait, on y va. Et il y a une espèce de pression et c'est on frotte des silex, mais ça se fait sur 10 ans, ça se fait sur 15 ans. C'est on changeait une tradition, là où on a fait croire que la ville était, comme je disais tout à l'heure, Joséphine, un lieu de passage, un lieu de transit. En fait, on dit que la ville, c'est aussi un lieu à habiter, c'est aussi un lieu où on est un peu confiné, donc en fait, on va l'habiter. Et nous, on est sur une ville à vivre, une ville où on vit bien, une ville où on a l'autonomie alimentaire. Là, aujourd'hui, les villes, c'est 2% d'autonomie alimentaire, donc il n'y a pas de stratégie agricole. C'est comment on se donne des bassins de vie qui ont une stratégie agricole pour nourrir les écoles, pour nourrir les aînés, pour nourrir le maximum de gens. Donc, on a ouvert une ferme urbaine, c'est la première, on a 2 hectares. On produit 2 tonnes par an pour justement arriver à se dire, en fait, on va produire localement, ici et maintenant, du local, du bio, évidemment, pour raconter aussi aux gamins le goût des saveurs, les fruits de saison. Et là, ça crée de la valeur. Ça ne crée pas de la valeur marchande, ça crée de la valeur. Pareil sur la santé.
Nous, on a indexé toute notre action, mais je laisserai Eric conclure sur ça, mais toute notre action de la ville de Grenoble on a fait phosphorer la science, parce que le rôle de la science, c'est de nous faire des alertes, sur à quoi ressemblera le climat à Grenoble en 2050. Et la parole de la science, elle est formelle, c'est de nous dire à Grenoble en 2050, il y a 3 mois de canicule par an, il n'y a plus de neige en hiver. Voilà, les élus, ils sont au pouvoir, ils ont le pronostic, en 2050, ça se passe comme ça, c'est ça la photo. Comment on anticipe aujourd'hui? Ça veut dire quoi du coup? Les zones de fraîcheur, les zones d'ombre, on n'avait pas forcément investi les zones d'ombre, on a un quai à Grenoble, le long de l'Isère, qui est à l'ombre toute l'année, on ne l'avait pas spécialement investi parce qu'on se disait, en fait c'est à l'ombre, c'est un peu con. Non, en fait l'ombre va redevenir stratégique, la fraîcheur va redevenir stratégique. Et là pareil, ça va prendre 5-10 ans si l'histoire autant long, mais de redonner de la valeur et d'anticiper. Maintenant qu'on a cette photo de ce que nous disent la parole de la science en 2050, ça va plutôt ressembler à ça. Et le rôle maintenant, c'est de régler nos politiques publiques, de régler l'action de la ville sur ces questions-là. Ok, super. Merci beaucoup, Enzo. Je ne sais pas si, Eric, tu veux rajouter quelque chose suite à la transition d'Enzo sur Grenoble. Ouais, on pourrait dire au-delà de, effectivement, pour ce qu'on a fait, notre bilan de mandat, vous pouvez aller voir sur nos sites, mais pour continuer dans le fil de notre projet, en fait, adresse et ce triptyque, garantir des sécurités, chérir les biens communs et une nouvelle vision de sens, en fait, ils marchent aussi bien pour des individus que pour des individus organisés en collectif, pour d'action collective, que pour des individus organisés en société, c'est-à-dire de l'institution. Et donc, c'est ça qui va nous permettre à la fois de faire un plan sur comment produire assez d'électricité pour couvrir en 2022 l'ensemble des besoins des Grenoblois en énergie 100% verte, c'est-à-dire ni fossile ni nucléaire. On a investi 130 millions d'euros là-dedans pour arriver à ça en 2022, que derrière, pour que les habitants qui ont monté une coopérative d'énergie et qui équipent les toits privés ou publics et donc qui vendent de l'énergie en coopérative, que dans le domaine de la santé où finalement, partout, on cherche à tisser un réseau de complices du changement. Donc, pour l'exemple, dans notre politique de santé, on a à la fois construit un plan de canicule en embauchant une ressource qui a monté une cartographie des îlots de fraîcheur et qui nous a permis de faire des premières actions dès juin dernier, d'ouvrir nos musées, le muséum, les salles de concert, tous les endroits frais quand il y avait la canicule au mois de juin, en plus des parcs et tout ça 24-24. Mais aussi, on a dans le politique de santé, on a été la première collectivité en France à embaucher des travailleurs pairs, c'est-à-dire des gens qui avaient un vécu de problèmes d'accès à la prévention de la santé ou d'accès aux soins. Donc, on a salariés qui ont été formés et qui, eux, font dans leur quartier ce travail de prévention de santé ou d'accès aux soins. Pareil sur l'espace public où on a lancé ça il y a 2 ans. Des chantiers ouverts au public, des chantiers participatifs qui partent d'une idée d'habitant qui se réapproprie un bout d'espace public, que ce soit un bâtiment ou un morceau de friche d'espace public, et qui va faire des projets où la ville met des ressources collectives de menuisiers, de charpentiers, d'électriciens, de tout ce qu'il faut pour produire ensemble et transformer l'espace public. Ça connecte aussi avec ce rapport entre l'individu et la société où on se fonde sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, celle de la Révolution, pour dire que chacun contribue à la hauteur de ses moyens et donc l'ensemble de nos services publics sont devenus dépendants de revenus. Donc notamment, on a une question sociale de l'eau et où pour l'accès aux droits, vous n'êtes pas obligé de faire des dossiers pour supplier et justifier que vraiment vous avez droit à cette aide. On vient vous la pousser, on se connecte à la CAF et que ce soit pour les transports ou que ce soit pour l'eau, par exemple, les droits sont directement fondés sur la connexion avec la CAF et donc les gens donnent autorisation, pas, mais ils donnent autorisation à cette connexion qui fait que derrière, les droits sont poussés. Donc c'est tout ça qui permet, pour l'eau, par exemple, on a des comités d'usagers qui sont associés à notre société publique locale de l'eau et qui s'assurent qu'on a bien cette articulation entre court terme et long terme sur les tarifs, sur l'investissement, sur le fait que l'eau soit non traitée et donc assure la pérennité en fait, du commun. Donc ça se traduit dans plein de trucs de ce genre.
Ok, ben merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Eric, merci beaucoup à toi Enzo. Il est 19h40, donc vous avez le temps d'aller bientôt pouvoir applaudir nos soignants et l'ensemble des professionnels qui sont mobilisés pour nous sortir au plus vite de cette crise. Je vous remercie encore toutes et tous pour votre participation. Comme le disait Thomas sur le chat, le prochain débat a donc lieu à 18h. C'est toujours à 18h mardi prochain avec Victor Estionnet d'Emmaüs Connect. Ce sera sur la précarité énergétique. On se retrouve aussi jeudi prochain pour une formation sur le féminisme avec Eline qui a pris la parole tout à l'heure et qui est en charge de ces sujets à Place Publique. On aura ensuite dimanche prochain un débat et un échange sur la question de la protection de l'enfance. Et ensuite, sur la semaine d'après, on aura un quiz politique parce qu'on essaie de varier un petit peu les contenus et les formats pour proposer des choses aussi ludiques. Ensuite, on aura également la thématique du revenu de base qui sera abordée et la condition animale. Donc voilà pour en gros les 2 prochaines semaines. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours par écrit dans le chat pour des propositions d'amélioration, même si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ces débats, n'hésitez pas à leur en parler. N'hésitez pas aussi à nous proposer éventuellement des thématiques, des sujets. Et puis voilà, j'espère que ce débat vous a plu. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.